La princesse des bambous. Il était une fois un grand-père et une grand-mère. Tous les jours, le grand-père allait couper des bambous et fabriquer toutes sortes d'objets avec. Il gagnait ainsi sa vie. Un jour, travaillant dans un fourré de bambous, il en trouva un étrange, dont le tronc brillait comme éclairé de l'intérieur. Le grand-père était bien étonné et se demandait pourquoi cet arbre brillait ainsi. Lorsqu'il coupa le tronc, il fut encore plus surpris. Une jolie petite fille, minuscule, était assise dans le tronc, et c'était d'elle que venait cette lueur étrange. Le vieil homme posa la petite fille sur sa main et rentra bien vite à la maison. « Grand-mère, regarde, je l'ai trouvée dans un bambou, » dit-il à sa femme en lui montrant la charmante petite fille. Grand-mère pensa que les dieux leur envoyaient cet enfant. Ils l'appelèrent la princesse des bambous et la chérirent et l'élevèrent comme leur propre fille. La petite princesse grandit très vite et devint une ravissante jeune fille. Quand grand-père ou grand-mère étaient fatigués ou bien tristes, il leur suffisait de la regarder et ils se sentaient mieux. Après avoir trouvé la petite fille dans un bambou, quand grand-père allait couper des arbres, il trouvait très souvent de l'or dans le tronc. Aussi devint-il riche et put-il construire une belle et grande maison. Tous trois vivaient très heureux ensemble. La princesse des bambous ne sortait jamais de la maison, mais sa beauté était réputée dans tout le Japon. Beaucoup de jeunes gens qui en avaient entendu parler vinrent de tout le pays pour voir la princesse. Mais grand-père ne les laissait pas rencontrer son enfant bien-aimé. Un grand nombre d'entre eux étaient fort déçus de ne pas pouvoir voir cette beauté et rentraient chez eux au bout de quelques jours. Quelques-uns seulement désiraient ardemment rencontrer la jeune fille et l'épouser. Ils étaient 5 à venir tous les jours devant la maison du vieil homme, faisant fi des intempéries. Un jour, la princesse des bambous dit à grand-père : « Je vais demander à chacun de ces 5 jeunes gens de me rapporter l'objet que je désire. J'épouserai celui qui réalisera mon souhait. » Mais la jeune fille n'avait aucune envie d'épouser qui que ce soit. Aussi demanda-t-elle des objets extrêmement difficiles à trouver. Au premier des jeunes gens, elle demande la coupe en pierre du Bouddha qui se trouve en Inde. Au deuxième, l'arbre dont le tronc est en or et les fruits des perles. Au suivant, la peau de la souris du soleil dont on dit qu'elle se trouve en Chine. Au quatrième, le joyau aux 5 couleurs que le dragon porte autour du cou. Et au dernier, le kauri, un coquillage qu'on trouve parfois dans le nid des hirondelles et qui porte bonheur aux femmes enceintes. La princesse des bambous demandait des choses dont on ne sait même pas si elles existent réellement. Et les jeunes gens en furent très surpris et un peu découragés. Les jeunes gens partirent donc à la recherche des objets demandés par la princesse des bambous et ne vinrent pas chez le vieil homme pendant quelque temps. Un jour, le premier d'entre eux revint et apporta la coupe de pierre du Bouddha qui lui avait été demandée. Mais il n'était pas allé la chercher en Inde. Il en avait fait ramener une vieille coupe qui se trouvait dans un temple près de Kyoto. Quand la princesse vit la coupe, elle comprit immédiatement que ce n'était pas la coupe de Bouddha, car même si celle-ci est très ancienne et faite en pierre, elle brille comme aucune autre. Le deuxième jeune homme, quant à lui, ne savait pas où trouver l'arbre au tronc d'or et aux fruits de perles.
Comme il est très, très riche, il demanda à des artisans d'en fabriquer un. Il l'apporta alors à la princesse. L'arbre était vraiment magnifique, à tel point que la jeune femme crut que c'était réellement l'arbre qu'elle avait demandé. Elle était au désespoir, se disant qu'elle allait devoir épouser ce jeune homme, lorsque les artisans vinrent réclamer leur dû. Elle comprit alors qu'elle avait été trompée et que cet arbre était un faux. Le suivant, qui devait ramener la peau de la souris du soleil, donna de l'argent au marchand qui se rendait en Chine pour qu'il lui ramène cette fourrure. À leur retour, ils lui donnèrent une magnifique fourrure, l'assurant que c'était celle de la souris du soleil. Il se rendit alors chez la princesse qui lui dit « C'est une très très jolie fourrure, mais on dit de la peau de la souris du soleil qu'elle ne brûle pas, même si on la jette au feu. Voyons cela. » Et la princesse présenta la fourrure aux flammes. Celle-ci s'enflamma immédiatement et se consuma. Le jeune homme, couvert de honte, s'en alla précipitamment. Le quatrième d'entre eux était très courageux et décida de trouver lui-même le dragon qui porte un joyau de 5 couleurs au cou. Il partit donc en mer et navigua très 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 longtemps, sillonnant les mers au hasard, étant donné que personne ne sait où se trouve le dragon, ni même s'il existe. Mais durant son périple, il fut pris dans une tempête effroyable et manqua de mourir. Il renonça à continuer ses recherches et rentra chez lui. Mais il était encore gravement malade et ne put rencontrer de nouveau la princesse des bambous. Le cinquième et dernier des jeunes gens, auquel la princesse avait demandé le kauri, un coquillage porte-bonheur qu'on trouve parfois dans le nid des hirondelles, entreprit de fouiller les nids d'hirondelles. Un jour, il crut avoir trouvé le coquillage, et le serrant fermement dans sa main, il descendit précipitamment de l'échelle sur laquelle il se trouvait, tomba et se blessa gravement. De plus, ce qu'il tenait si précieusement à la main n'était pas du tout le fameux coquillage, mais une crotte d'hirondelle toute dure et racornie. Voilà comment lui aussi échoua, et personne ne put ramener à la princesse les objets demandés. La réputation de grande beauté de la princesse des bambous arriva jusqu'aux oreilles de l'empereur, qui décida et désira la rencontrer. Un jour, il se rendit chez le vieil homme et rencontra la princesse des bambous. Il en tomba immédiatement amoureux et voulut l'emmener dans son palais. Mais la princesse refusa, lui disant « Je ne suis pas née sur cette planète, je ne peux pas aller avec vous. » Néanmoins, l'empereur ne pouvait oublier la ravissante jeune femme. Un été, la princesse des bambous, regardant la lune, se mit à pleurer. Grand-père lui demanda ce qu'elle avait, mais elle ne lui répondit pas, restant silencieuse. La jeune femme était plus triste de jour en jour et elle pleurait tous les soirs en regardant la lune. Grand-père et grand-mère se faisaient bien du souci, mais la princesse gardait le silence et ne pouvait en rien l'aider. À la mi-août, la veille de la pleine lune, la princesse des bambous parla enfin. « Je ne suis pas née sur cette planète, je viens de la lune. Il avait été décidé que je vivrais quelques années sur la terre, mais aujourd'hui, l'heure du retour approche. Demain, à la pleine lune, mes compagnons viendront me chercher et je devrai rentrer. J'ai été très heureuse avec vous et je vous remercie du fond du cœur. » Grand-père et grand-mère étaient abasourdis et très très tristes. Ils ne voulaient pas quitter leur princesse bien-aimée. Mais celle-ci leur dit « Je n'ai pas le droit de rester avec vous. Il faut que je retourne d'où je viens. J'en suis très triste aussi, mais je n'ai pas le droit de rester ici. »
Grand-père décida alors d'aller demander de l'aide à l'empereur pour empêcher que la jeune femme ne parte. Il raconta toute l'histoire de la princesse des bambous à l'empereur, et celui-ci envoya 2000 soldats à la maison du vieil homme. La nuit de la pleine lune de la mi-août, la maison du vieil homme était cernée par les soldats de l'empereur. La moitié d'entre eux étaient postés sur le toit, et les autres se massaient autour de la maison, tentant de protéger la princesse des bambous. À l'intérieur, grand-père et grand-mère entouraient leur enfant bien-aimé, attendant l'escorte venant de la lune. Dehors, les soldats, tenant bien en main leurs arcs et leurs flèches, observaient la lune. À l'instant où la lune fut vraiment pleine, toute ronde, l'escorte des gens de la lune descendit du ciel. Les nymphes de la lune brillaient d'une lumière irréelle qui aveuglait les soldats, les empêchant de tirer. Le plus étrange était que les soldats avaient également perdu toute volonté de combattre. Ils ne pouvaient rien faire. Les soldats, grand-père et grand-mère impuissants, regardèrent la princesse des bambous s'avancer vers l'escorte venue de la lune. « Je suis très triste de vous quitter, mais je n'ai pas le droit de rester avec vous. Je dois retourner d'où je viens. Je vous en prie, pensez à moi de temps à autre. » Elle s'adressa ainsi une dernière fois à grand-père et grand-mère, puis écrivit une lettre à l'empereur. Les nymphes, venues de la lune, la revêtirent alors d'un manteau, une superbe étoffe de la lune, et la princesse des bambous oublia sa vie sur terre et repartit avec ses compagnons. Petit chien blanc. Il y avait une fois un couple de petits vieux qui habitaient tout en bas d'une montagne, tout en bas d'une rivière. On les appelait les petits vieux du bas. Ils étaient très gentils, très généreux, toujours prêts à rendre service à leurs voisins. Aussi, on les aimait beaucoup. Plus haut, à peu près à mi-hauteur, il y avait un autre couple de petits vieux, mais eux, ils étaient méchants, ils étaient avares, ils étaient toujours à médire des autres, et on les aimait pas. On les appelait les petits vieux du haut. Ils étaient au bord de la rivière, eux aussi. Un jour, le petit vieux du haut s'en va à la rivière. Il tire sur son filet et là, au lieu du poisson espéré, il trouve une souche, une vieille racine de souche. Oh, c'était pas de chance. Voilà tout ce que j'ai trouvé dans mon filet aujourd'hui. C'est pas avec ça que je vais manger. Ah, la poisse! Et s'en va pour rebrousser chemin. Quand tout à coup, l'idée lui prend d'aller regarder dans le filet de son voisin. Il descend le long de la rivière, il trouve le filet du voisin, il tire dessus. Oh, ben alors là, une pêche! Eh ben, mes amis, extraordinaire, extraordinaire, des poissons par centaines. Oh, moi, j'ai seulement une souche. Et puis, lui, il trouve tout ça. Quand même, il y en a qui ont de la chance. Oui, mais dit après tout, la chance, ça tourne, hein? Et la chance aurait pu faire en sorte que ce soit moi qui ai les poissons. Et puis lui, la souche, hein? Oh, ben, peut-être que je pourrais faire en sorte que ce soit passé comme ça, il se dit. Et il joint le geste à la parole. Il prend les poissons et il jette la souche dans le filet du voisin. Et il rentre chez lui. Peu de temps après, le petit vieux du bas vient pour tirer sur son filet. Et il trouve la souche. Ah,
au lieu de se désespérer, de se lamenter, il dit, bah, une souche, si je la mets à sécher, ça fera du bois de chauffage pour la maison. Et il la tire sur la berge. Il la met au soleil et il va chercher sa hache. Quand il revient, il lève la hache et comme il va la battre sur la souche, à ce moment-là, celle-ci s'ouvre toute seule. Et là, au milieu, il aperçoit un petit chien blanc. Un petit chien blanc. Ben, il court voir sa femme, puis il lui dit, « Et dis donc, tu sais ce qui m'arrive ? J'ai tiré une souche de la rivière, je l'avais mise à sécher, je viens pour la fendre. Elle s'ouvre en deux, toute seule, et je trouve un petit chien blanc au milieu. » Un petit chien blanc, oh, mais c'est sûrement pas un petit chien ordinaire. Amène-le à la maison. Eh ben, c'est ce qu'il fait. Il va chercher le petit chien blanc, il l'amène chez eux, et là, tous les deux, ben, ils s'en occupent. Il lui donne à manger, il le caresse, il lui parle, et le lendemain, eh bien, ils ont gardé le petit chien. Il s'est mis à vivre avec eux, et toujours, ils s'en sont occupés. Ils l'ont bien nourri. Et le temps a passé. Et le petit chien a grandi. Et puis un jour, ben, le petit vieux du bas, comme ça, il dit à sa femme, « Écoute, je ne suis pas trop en avance sur la saison. Il va falloir que j'aille au champ. » Il prend sa houe, et juste comme il sort de la maison, à ce moment-là, le petit chien blanc se met en travers de sa route et il lui dit « Lâche ta houe, prends plutôt ta pioche et viens avec moi dans la forêt, en haut de la montagne. J'ai quelque chose à te montrer. » Oh, et t'entends ce qu'il dit? Oh, dit le petit chien blanc là, il parle. Il m'a dit de laisser ma houe, de prendre ma pioche, d'aller avec lui dans la forêt. Tu te rends compte? Il a parlé. Et la petite fille, elle fait oh, oui, il a parlé, le petit chien blanc. Oh, c'est vraiment pas un chien ordinaire, hein? Écoute, un petit chien blanc qui parle, tu devrais l'écouter. Fais ce qu'il te dit. Alors, c'est ce qu'il fait. Il lâche sa houe, il prend la pioche, il attache une corbeille sur le dos du petit chien blanc pour mettre des galettes pour le repas, et ils sont partis tous les deux, le petit chien blanc et le vieux. Ils ont marché vers le sommet de la montagne, et quand midi est arrivé, ben, ils étaient fatigués. Ils se sont arrêtés pour se reposer. Le petit vieux a pris les galettes dans la corbeille, et avant de les manger, eh ben, il en a donné la moitié au petit chien blanc. Et quand leur repas était terminé, comme ils allaient se remettre en route, le petit chien blanc s'est mis à nouveau à parler et il a dit « Écoute, cette pioche est très lourde, tu l'as portée jusqu'ici, je peux bien la porter maintenant. Mets-la dans la corbeille sur mon dos. » Mais t'es complètement fou, petit chien blanc, tu te rends compte? Une pareille pioche. Mais c'est beaucoup trop lourd pour toi. Mais pas du tout, il a dit le petit chien blanc. Tu m'as nourri, ta femme et toi, vous m'avez nourri. Mes forces ont grandi considérablement. Mets cette pioche sur mon dos, je la porterai pour toi. Le petit vieux du bas, il ne s'étonne plus de rien. Il a compris qu'il devait obéir. Il a pris la pioche, il l'a mise dans la corbeille sur le dos du petit chien et ils sont repartis tous les deux vers la forêt, tout là-haut. Et ils n'ont pas mis longtemps à arriver parce que le petit chien blanc, c'est vrai qu'il avait pris des forces. Et arrivé là, au sommet, le petit chien blanc, eh bien, il s'est mis à regarder un arbre, et puis un autre, et encore un autre. Et ça continuait. Il regardait les arbres. Et puis, au bout d'un moment, il est venu voir le petit vieux. Et il lui a dit, « Tu vois cet arbre là-bas? Eh bien, prends la pioche et va creuser entre les racines. » Là, il n'a même pas discuté le petit vieux. Il a pris la pioche, il est allé là où il a montré le petit chien et il a creusé entre les racines. Creusé, et bientôt il a entendu. Il a regardé. Une cruche. Il a fini de la déterrer à la main. Il a sorti la cruche. Elle était lourde.
Elle était pleine, pleine de pièces d'or. Alors, vite, 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 il a redescendu la montagne avec le petit chien, il est rentré chez lui, il a montré l'or à sa femme. Ils l'ont renversé sur la table. Ils sont restés là, à le regarder tout étonnés, comme s'ils ne comprenaient plus rien à ce qui leur arrivait. Et comme ils étaient tout absorbés là, ils n'ont pas vu que quelqu'un les regardait par la porte, entr'ouverte. Et ce quelqu'un, c'était la petite vieille du haut. Elle n'avait plus de feu. Elle l'avait laissé s'éteindre. Et elle venait leur emprunter des braises. Ouh, mais quand elle a vu le genre de braises qu'il y avait là sur la table, elle a demandé: mais comment ça se faisait qu'ils avaient de l'or comme ça sur la table? Le petit vieux, il n'avait pas l'habitude de mentir, non, jamais, à personne. Alors, il a tout raconté. Le filet, la souche, la hache, le petit chien blanc. Et comment le petit chien blanc l'avait emmené là-bas. Aussitôt, la petite vieille du haut a filé voir son mari et elle lui a dit d'aller leur emprunter le chien. Le vieux du haut est descendu, il a vu le chien, il a dit: tu me le prêtes? Le petit vieux du bas, il n'avait pas l'habitude de refuser quoi que ce soit, à qui que ce soit. Il a accepté. Il a prêté le petit chien blanc et le voisin du haut l'a emmené chez lui. Il a fait tout comme les voisins du bas. Il l'a mis devant la porte de la maison et puis il est allé chercher sa houe. Et puis, tout fort, il a dit: je m'en vais au champ, je suis pas trop en avant sur la saison. Et comme il allait sortir de la maison, à ce moment-là, le petit chien s'est mis en travers de sa route. Et il a dit: lâche ta houe, viens plutôt avec moi dans la forêt, j'ai quelque chose à te montrer. J'espère même que tu as quelque chose à me montrer, il a dit le petit vieux du haut. Pourquoi est-ce que tu crois que je t'ai emprunté? Et puis, il lui attache une corbeille sur le dos et il lui dit: tiens, je te mets des galettes, t'ajoutes la pioche, tu l'as portée pour le voisin du bas, tu la porteras bien pour moi. Ouh, mais ça lui a pas plu au petit chien blanc. Il n'a rien dit, mais ça lui a pas plu. Et ils sont partis tous les deux. Ils ont commencé à marcher et arrivés à midi, ils se sont arrêtés. Et ils se sont arrêtés parce qu'ils étaient fatigués. Et là, le petit vieux du haut, il a pris les galettes et il a tout mangé. Il n'en a même pas donné une seule au petit chien blanc. Ouh, mais ça ne lui a pas plu non plus. Mais alors, pas du tout, pas du tout. Et ils ont continué leur chemin et bientôt, ils sont arrivés là, dans la forêt, tout en haut de la montagne. Et le petit chien blanc n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit, que le petit vieux du haut lui a dit: bon, maintenant, tu vas me montrer au pied de quel arbre je dois creuser. Le petit chien blanc, il n'a pas répondu, parce que ça ne lui plaisait pas qu'on lui parle comme ça. Oh, dis donc, tu vas me montrer au pied de quel arbre je dois creuser, hein? Tu veux que je te montre un arbre? Il a dit le petit chien. Tiens, creuse au pied de celui-là. Aussitôt, le petit vieux du haut, il se précipite avec sa pioche. Il creuse, 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 creuse. Et là, il trouve des détritus. Alors, il se tourne vers le petit chien blanc et là, il voit bien que le petit chien blanc, il rigole, c'est vrai. Il a l'air de sourire, de se moquer de lui. Alors, il s'énerve, il soulève sa pioche et il la jette sur le petit chien blanc. Et il le tue net. Et il est rentré chez lui. Vous dire que les petits vieux du bas ont eu de la peine, ce serait mentir. C'était bien pire que ça. Ils ont cru qu'ils allaient en mourir de chagrin. Quand ils sont allés pour chercher leur petit chien, le voisin du haut leur a dit qu'il était resté mort, là-haut, sur la montagne. Ils ont cru que plus jamais ils ne pourraient vivre. Mais le petit vieux du bas, il a quand même trouvé le courage de remonter la montagne. Il est allé chercher la dépouille du petit chien blanc. Il l'a redescendu près de la rivière et il l'a enterré juste à l'endroit où il l'avait trouvé dans la souche de saule. Puis, avec sa femme, tous les jours, ils ont pris l'habitude de venir au bord de la rivière. Et ils ont pleuré pour le petit chien blanc. Ils ont pensé à lui.
Puis un beau jour, on a vu un saule pousser à cet endroit-là. Un arbuste d'abord, puis c'est devenu un bel arbre. Et un jour que le petit vieux du bas était là à pleurer sous le saule, à regarder la rivière en pensant au petit chien blanc, il a cru l'entendre. Il a entendu la voix du petit chien blanc qui lui disait « Coupe cette branche de saule-là, et dans le bois, tu sculpteras un mortier et un pilon, et tu pourras y écraser ton riz. Fais comme je te dis. » Oh! Dès qu'il a entendu ça, le petit vieux, il est allé voir sa femme et il a dit « Tu sais, à l'endroit où on va parfois, souvent ensemble, au bord de la rivière, j'ai entendu le petit chien blanc. Il disait « Coupe la branche de saule, fabrique un mortier et un pilon, tu pourras écraser ton riz. » Oh, ben fais-le, s'il l'a dit, tu sais, c'est sûrement lui, tu sais bien. C'était pas un petit chien comme les autres. Écoute-le. Ben, c'est ce qu'il a fait. Il a coupé la branche de saule, il a taillé un mortier dedans, puis un pilon, et puis ils sont allés chercher le peu de riz qu'il leur restait dans le grenier. Ils l'ont posé dans le mortier, et puis, toc, ils ont donné un coup de pilon, toc, et à ce moment-là, toc, le riz, au lieu de s'écraser, ils ont vu que le riz doublait de volume. À chaque fois qu'ils donnaient dans le mortier, le nombre de grains de riz doublait. Et bientôt, ça a débordé sur la table. Et ils ont continué. Oh, ça se répandait sur le plancher. Et bientôt, le grenier s'est mis à déborder par toutes les formes du plancher, par toutes les formes du toit. Et le riz a commencé à couler dehors. Et les petits vieux, ils ne se tenaient plus de joie. Oh, c'est le petit chien blanc. Quel cadeau il nous fait là. Et juste comme il disait cela, eh bien, il y avait le petit vieux du haut qui passait. Et bien entendu, il a dit « Mais comment c'est possible? Jamais je ne vous ai vu une récolte pareille. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment vous avez fait ?» Ben, vous le connaissez bien, hein, le petit vieux du bas. Il n'avait pas l'habitude de mentir. Eh ben, il a tout raconté. Ben, prête-moi ton mortier, lui a dit le petit vieux du haut. Moi aussi, j'aimerais bien avoir du riz comme ça. Alors, il n'a pas refusé, le petit vieux du bas. Il a donné le mortier au petit vieux du haut. Il est allé chez lui. Il a appelé sa femme. Il a dit « Ramène vite une poignée de riz !» Et alors, ils ont mis une poignée de riz dans le mortier. Pof! Ils ont donné un coup de pilon, comme ça. Et au premier coup de pilon, ils ont vu la moitié de leur réserve de riz disparaître. Oh! On s'y est peut-être mal pris. Ben, ils ont repris du riz, donné un coup de pilon, mais encore la moitié. Ils ont insisté encore, jusqu'au moment où il ne leur est resté qu'un seul grain. Et là, ils se sont dit qu'ils avaient perdu toute leur récolte et que c'était à cause de ce maudit mortier qui s'était bien fait avoir et que ça commençait à bien faire. Alors le petit vieux du haut, il a attrapé le mortier, il l'a jeté dans le feu derrière lui, dans la cheminée. Le mortier a brûlé. Et quand le petit vieux du bas est venu pour le réclamer, il lui a dit « Regarde ton mortier, regarde ce que j'en ai fait là, c'est tout ce qui reste, faut pas se moquer de moi, hein. Si tu veux, t'as qu'à ramasser les cendres. » Ben, c'est ce qu'a fait le petit vieux du bas. Il a pris les cendres dans ses mains et il est ressorti de la maison, tout triste. Il a pris le chemin de sa cabane, tout pensif, et il marchait. Quand tout à coup, le vent s'est levé, et le vent a emporté des cendres entre ses doigts, et les cendres sont allées se poser sur les arbres lentement. Et alors qu'on était à hauteur, on a vu les arbres fleurir tout autour du petit vieux, des fleurs extraordinaires sur toutes les branches. Oh, quand il a vu ça, le petit vieux du bas, tout ébloui, il est allé voir sa femme. Et il lui a dit « Viens voir, regarde les arbres là dehors, il y a des fleurs partout !» Sa femme est restée muette d'étonnement.
Quand elle a retrouvé la parole, elle lui a dit « Eh ben, c'est un spectacle qui ferait plaisir à notre prince. Tu devrais aller le voir. » Il a trouvé que c'était une bonne idée, le petit vieux du bas. Et dès le lendemain, il a pris le chemin du palais avec ce qui lui restait de cendre entre les mains, et comme il ne pouvait pas entrer dans le palais, il s'est posté à quelques pas dans un arbre qui bordait le chemin en se disant que peut-être il aurait de la chance de voir le prince sortir. Et bien justement, ce matin-là, le prince est sorti avec tout son cortège royal, et comme il s'approchait de l'arbre où était le petit vieux, le prince l'a aperçu. Il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là sur mon passage dans un de mes arbres? Qui t'a donné la permission ?» Et le petit vieux a dit « Je suis le vieillard qui fait fleurir les arbres, prince. C'est pour toi que je suis venu là. » Le vieillard qui fait fleurir les arbres. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et à ce moment-là, le petit vieux, il a fait ça avec le bras. Il a semé les cendres tout autour de lui, et l'arbre s'est couvert de fleurs. Et le prince a été tellement étonné qu'il a dit au petit vieux « C'est magnifique ce que tu viens de faire, c'est magnifique !» Et vois-tu, si tu pouvais faire la même chose dans la cour de mon palais, j'en serais ravie. Viens t'installer à la maison, chez moi, avec ta femme. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le prince les a invités. Ils se sont installés au palais, lui et sa femme. Le prince leur a offert des vêtements magnifiques à chacun en soie la plus pure. Et les petits vieux du bas ont été heureux. Mais il y en a un qui était jaloux, le petit vieux du haut. Un jour, il est venu les trouver, il leur a demandé comment ça se faisait qu'ils étaient installés là au palais. Et le petit vieux du bas, eh bien, il a tout raconté. Il n'avait pas l'habitude de mentir. Et le petit vieux du haut lui a demandé de lui donner un petit peu de cendre, s'il en restait. Ben oui, il lui en restait au petit vieux du bas. Alors il lui a passé des cendres. Et le petit vieux du haut, il est allé au palais. Il a trouvé un arbre. Il est monté. Et par la fenêtre, à l'intérieur, il a aperçu le roi, toute la cour, un homme qui était là en train de parler. Et il s'est dit, c'est le moment. Il a pris les cendres et il a fait le geste comme ça. Mais à ce moment-là, il a senti une douleur vive. Il avait une aiguille plantée dans le cœur et il est tombé au pied de l'arbre. Urashima Taro. Il était une fois un jeune homme du nom d'Urashima Taro qui vivait avec sa mère dans un petit village au bord de la mer. Tous les jours, il allait à la pêche et il survivait grâce aux poissons qu'il capturait. Un jour, bien qu'ayant passé toute la journée en mer, il ne ramenait que 3 poissons. Et c'est le cœur gros qui rentrait chez lui. Sur la plage, un groupe d'enfants s'amusait bruyamment. Et Urashima Taro, se demandant ce qui pouvait bien les amuser autant, se dirigea vers eux. Les enfants avaient attrapé une tortue et la maltraitée. Urashima Taro avait bon cœur et il voulait sauver la pauvre tortue. Aussi dit-il au garnement qu'il ne fallait pas faire de mal aux animaux. Mais ceux-ci ricanèrent et continuèrent de plus belle. Urashima Taro comprit que les enfants ne libéreraient pas la tortue et décida de l'échanger contre les quelques poissons qu'il avait pêchés dans la journée. Les garnements lui cédèrent la tortue
et il put remettre la pauvre bête à la mer. Elle partit vers le large et tout en nageant, ne cessa de se retourner pour regarder Urashima Taro. Quelques jours plus tard, Urashima Taro pêchait en mer lorsqu'une grosse tortue apparut près de sa barque. Le jeune homme stupéfait l'écouta. « Il y a quelques jours, tu as sauvé une tortue. Nous te remercions et comme marque de notre reconnaissance, nous t'invitons au palais du royaume de la mer. Monte sur mon dos, je vais t'y conduire. » Urashima Taro s'installa sur la carapace de la tortue et ils s'enfoncèrent dans les flots. La tortue nageait, nageait, et Urashima Taro, émerveillé, regardait les poissons, les algues, tous ces êtres merveilleux vivant au fond de la mer. Ils arrivèrent au palais où tout était beau et rare, au-delà de toute imagination. La princesse, la plus belle jeune femme qu'Urashima Taro ait jamais vue, l'accueillit et lui dit « Je te remercie de m'avoir aidé. Je suis la tortue que tu as sauvée de ces méchants enfants. Je voulais voir le monde du dessus de l'eau et pour cela je m'étais changée en tortue. Tu m'as sauvé la vie. » Elle lui fit ensuite visiter le palais, le présenta au roi son père et lui offrit un véritable festin. Urashima Taro vécut ainsi heureux au palais, tout au plaisir de la vie au fond de la mer, et il avait oublié son village natal et sa mère. 3 années s'écoulèrent ainsi, comme dans un rêve. Cependant, un jour, la princesse emmena Urashima Taro dans une pièce où il n'était jamais entré. Par la fenêtre, on pouvait voir le monde du dessus de l'eau. Le jeune homme vit son village natal et soudain, tout lui revint en mémoire et il devint nostalgique. Il voulut rentrer chez lui et revoir sa mère. La princesse en était attristée, mais elle ne pouvait pas s'opposer au départ d'Urashima Taro. Elle lui offrit en souvenir une cassette précieuse et lui dit « Si tu te trouves dans une situation difficile, ouvre cette cassette. » Urashima Taro remercia la princesse, prit le coffret et s'installa sur le dos de la tortue qui devait le ramener dans le monde du dessus de l'eau. Une fois arrivé, Urashima Taro traversa le village pour entrer chez lui. Et un étrange malaise l'envahit. Le village, les maisons étaient un peu différents de son souvenir, et les gens qu'il rencontrait lui étaient tous inconnus. Lorsqu'il arriva là où il avait vécu, quelle ne fut pas sa surprise! Il n'y avait pas trace de sa maison, rien que des herbes folles. Il parcourut alors les rues en interrogeant les villageois, mais personne n'avait entendu parler de la maison d'Urashima Taro. Enfin, l'homme le plus âgé du village lui dit « Urashima Taro, Urashima Taro. Si mes souvenirs sont exacts, c'est ce jeune homme parti en mer qui n'est jamais revenu. Mais c'est une histoire qui a maintenant 300 ans, mon garçon. » Urashima Taro comprit alors que les 3 ans passés au palais étaient en fait 300 années. Il se mit à la recherche de la tombe de sa mère et trouva également sa propre tombe. Le jeune homme était terriblement triste à l'idée de ne plus jamais revoir sa mère. Il était malheureux et se trouvait dans une situation difficile. Aussi ouvrit-il la cassette que la princesse lui avait offerte. Une épaisse fumée s'en échappa et l'enveloppa entièrement.
le transformant en vieillard. Alors, Urashima Taro, devenu très, très, très âgé, se transforma en grue, oiseau dont on dit qu'il vit 1000 ans, et s'élança dans le ciel. La grue survola la mer et alla à la rencontre de son ami la tortue, animal dont on dit qu'il vit 10 000 ans, qui venait du palais. Des villageois qui se trouvaient sur la plage, les voyant, s'écrièrent « Longue vie à la grue et la tortue et 10 000 ans de bonheur !» Le moine. C'était un moine qui habitait au bord de la mer, une maison très très simple. Il passait ses journées sur la terrasse, assis sous une clochette. La clochette était suspendue à un parchemin, et sur le parchemin, il avait calligraphié la poésie qui lui tenait le plus à cœur. Et comme au bord de la mer, il y a toujours du vent, le parchemin prenait le vent. La clochette remuait, puis tintait. Et à chaque fois qu'elle tintait, le moine entrait dans l'extase. Mais alors, il entrait vraiment en extase. Il partait loin, loin, loin. Il entrait dans une histoire à lui, dans sa tête, où il s'en allait en esprit, porté par les vagues qu'il apercevait au loin sur la mer. Et toutes ces journées, il les passait comme ça, sur sa terrasse. C'était sa manière à lui de méditer. Il était très heureux, béat. Dans le village, à côté, il y avait un apothicaire qui s'appelait Moé. C'était un homme triste, au visage triste. Un jour, Moé est venu promener sa mélancolie tout près de la maison du moine et il l'a vu, assis là, en train de sourire. Ah, ben ça alors, ça l'a étonné. Puis il a entendu la clochette tinter. Il a vu le sourire du moine s'agrandir, puis se détendre jusqu'au tintement suivant. Oh! Et ça l'a tellement intrigué qu'il est resté là à regarder. Il a regardé 1 heure, 2 heures, puis l'après-midi est passé à regarder le moine sourire. Et lui-même, il a senti quelque chose. Et au moment où il allait rebrousser chemin et retourner chez lui, à ce moment-là, il s'est dirigé vers le moine. Il s'est décidé. Il a osé faire une chose que jamais il n'aurait même imaginée. Il lui a dit « S'il te plaît, prête-moi ta clochette, s'il te plaît. » Oh! Le moine a ouvert les yeux. Il a vu l'apothicaire. « Et qui es-tu, toi ?» il a demandé. Et Moé lui a expliqué qu'il habitait le village à côté, qu'il était apothicaire et il aurait bien aimé qu'il lui prête sa clochette. Oh, le moine lui dit, eh bien, attention, il faut voir. Prêter ma clochette, ben, c'est qu'il n'avait pas vraiment envie de s'en séparer. Il en avait besoin. C'était sa compagne. Et puis, ben, jamais il n'avait fait ça. Juste une journée, il a dit Moé. Alors le moine a dit, bon, je te la prête jusqu'à demain matin.
Mais à la première heure, au lever du soleil, tu me la ramènes. C'est promis ? C'est promis, a dit Moé. Et le moine lui a prêté sa clochette. Et Moé est reparti chez lui. Et il est allé s'asseoir sous sa véranda, le moine, à sa place habituelle. Et là, il a tout de suite, immédiatement, il a commencé à s'ennuyer. Bon, il savait bien qu'on lui rapporterait sa clochette, mais c'était plus fort que lui. Et il s'ennuyait. Puis le temps a passé. Il a senti qu'il s'énervait. Bon, alors il a respiré, il s'est concentré, il a passé en revue tous les exercices qu'il pratiquait depuis qu'il était novice. Il n'y a rien eu à faire. Il attendait la clochette. Elle lui manquait. Et il n'a pas dormi de la nuit. Et dès le lever du soleil, il est allé voir sur le chemin devant la maison. Il a guetté l'arrivée de Moé. Mais Moé n'est pas venu. Le moine a fait les 100 pas sur le chemin, et plus le temps passait, plus il était malheureux. Et quand vraiment ça n'a plus été possible autrement, il a appelé son valet et il lui a dit « Giro, tu vas aller au village chez Moé, l'apothicaire, qu'il te rende ma clochette. Et puis, tu lui dis qu'il fasse vite, hein ?» Et Giro a obéi. Il est allé au village. Il a demandé la maison de Moé. On lui a indiqué et il est arrivé devant. Et dès qu'il a vu Moé tout souriant, en train de danser sur l'herbe, il a été étonné. Moé levait les manches de son kimono, il écartait un pan de sa robe, il levait un pied, le posait, faisait un pas de côté, il écartait l'autre pan de son kimono, levait l'autre pied, le reposait, tout en souriant. Et Giro, comme il allait s'approcher pour lui demander la clochette de son maître, elle s'est mise à tinter. Et Giro, lui aussi, tout à coup, il s'est senti envahi d'un bien-être étrange. Il s'est mis à bouger ses bras, et puis ses jambes, il s'est mis à sourire et à danser. Oui, mais pendant ce temps, le moine, il s'impatientait. Il s'est dit, c'est incroyable, ça fait une heure que Giro est parti. Il revient toujours pas. Mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Alors, il est allé chercher son deuxième valet, le plus vieux. Il lui a dit, bon, toi que je connais depuis l'enfance, hein, je peux te faire confiance. Alors s'il te plaît, dépêche-toi, va me chercher ma clochette, je l'ai prêtée à Moé, l'apothicaire du village. Dépêche-toi. Il lui a tout expliqué. Et le deuxième valet, il est allé à son tour jusqu'à la maison de Moé. Il a vu Moé et Giro en train de danser. Ça l'a beaucoup surpris et il s'est dit « Est-ce que je m'adresse d'abord à Moé et je lui demande de rendre la clochette de mon maître, ou bien est-ce que je vais voir Giro et je lui demande pourquoi il est en train de faire ça et pourquoi il n'a pas ramené la clochette ?» Et tout en s'interrogeant, il s'est approché. La clochette a tinté et il s'est aperçu qu'il était en train de danser, de sautiller. Il tenait la main de Giro et celle de Moé. Le moine a tenu encore 2 heures entières. Et quand il a compris qu'aucun de ses valets ne reviendrait, eh bien, il s'est dit qu'il allait la chercher lui-même, sa clochette. Il a compris qu'il lui fallait quitter sa retraite. Alors, il est parti, furieux. Il est allé au village et il a trouvé la maison de Moé et il les a aperçus tous les trois dans le jardin. Alors, il s'est précipité vers eux.
Mais une fois tout près, il s'est senti tout léger. Il a entendu la clochette. Il s'est senti bien, bien, bien. Il est allé donner la main à ses compagnons et tous les quatre, ils ont dansé, tranquilles. Le pied droit, le pied gauche et le droit, le gauche. Ils ont dansé, ils ont dansé, eh oui, ils ont dansé comme ça. Peut-être d'ailleurs dansent-ils encore. Mais ce qui m'embête dans cette histoire, c'est que je ne sais pas comment elle se termine. Soit je vais rejoindre moi-même les valets et Moé et le moine, mais me reverrez-vous? Soit j'envoie quelqu'un parmi vos compagnons, ou bien peut-être vous-même désirez-vous aller voir ce qu'est devenu le moine et sa clochette? Cric, crac, le conte est fini.